propose cette résolution. Considérant l'absence actuelle d'un réel président de l'Union européenne, constatant le déficit démocratique dont souffrent les institutions de l'Union européenne, observant les dispositions du traité sur l'Union européenne dont l'article 10 prévoit que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, regrettant l'importance du taux d'abstention. Madame la Présidente, chers membres de l'Assemblée, chers jeunes, imaginez un monde dans lequel les gouvernés trouveraient illégitimes leurs plus importants gouvernants et n'approuverait pas les institutions qui les dirigent. Un monde dans lequel la seule véritable gagnante des élections serait l'abstention, car plus d'un électeur sur deux ne se déplacerait pas au suivant. Un monde où l'on oserait appeler démocratique des institutions dont les décisions opaques révèlent le simulacre de la transparence. Ce monde, c'est le monde d'une Europe qui souffre d'un déficit démocratique croissant, celui d'une Europe amputée de la confiance de ses citoyens. Et cette Europe, c'est l'Europe de demain. Alors, à ceux qui se demandent avec inquiétude comment évoluera l'Europe de demain, je voudrais dire qu'il est temps de réagir. Oui, il est temps de réagir contre l'incompréhension, contre le rejet, contre le désintérêt dont est victime l'Union européenne. Il est temps de proposer des réformes face aux critiques d'une Europe trop éloignée de son peuple à l'intérieur et incapable de s'affirmer à l'extérieur. Et pour cela, chers amis, unissons-nous. Unissons-nous dans l'espoir de donner à l'Europe un nouveau souffle. Oui, c'est ce que nous voulons. Construire une Europe forte et courageuse, une Europe qui s'appelle de l'avant, une Europe qui puisse conjuguer les intérêts de ses États membres et ceux de ses citoyens. Et pour cela, nous en sommes intimement convaincus. Élisons un président de l'Union au suffrage universel direct. Et c'est une commission forte, unie et déterminée. Une commission fidèle à ses convictions qui souhaite agir avec vous tous pour qu'ensemble nous puissions rédiger une nouvelle Europe. Le réveil européen que cela présuppose, nous en sommes pleinement conscients, ne pourra qu'être le fruit d'un processus long et sans doute difficile. Mais à ma chère commission adverse, je voudrais poser la question suivante. Y a-t-il une seule grande avancée européenne qui ait pu se faire sans idéal, sans valeur et sans ambition? Non, je ne le crois pas. Alors oui, notre projet est ambitieux. Mais vous l'aurez compris, sans ambition, il n'est point d'avancée. Alors, donnons à l'Europe une personnalité forte qui puisse représenter ces 500 millions de citoyens et réunir ces 28 États membres. Oui, donnons à l'Europe les moyens et la légitimité de sa puissance. Si notre choix s'est porté sur le président de la Commission, c'est parce que celui-ci occupe un rôle important. Vous en avez par exemple fait dans vos résolutions le futur chef d'une armée européenne autonome. Il préside une institution à laquelle vous confiez également des rôles prééminents. Par exemple, financer la recherche en matière environnementale ou encore reconnaître l'initiative citoyenne européenne. Ainsi, vous m'avez compris. Notre futur président de l'Union sera une pièce maîtresse de l'échiquier européen. Et nous croyons fermement que son élection au suffrage universel direct permettra de substituer à la critique technocratique l'adjectif démocratique. Le président de la Commission, devenu président de l'Union, pourra, en jouant de sa place centrale, écrire la partition des politiques communautaires. Il pourra donner le rythme du processus européen et se faire chef d'orchestre de la représentation externe de l'Union. Le cœur de notre résolution dépasse la volonté de doter l'Europe d'un leadership plus fort et dépasse la volonté qui, je le sais, nous est commune, la volonté de redorer l'image de l'Union. Oui, il réside dans le rapprochement entre l'Union et ses citoyens. Vous l'aurez compris, chers députés, le cœur de notre résolution bat pour ce peuple européen. Mais qu'en est-il de ce peuple aujourd'hui? Aujourd'hui, ce peuple se sent négligé. Négligé par une Europe dont vous en conviendrez, le manque de transparence n'est d'égal que sa complexité. Et, chère commission adverse, si attachée à l'économie, savez-vous quel en est le coût pour l'Union? C'est un coût inestimable. C'est le prix de la confiance de ses citoyens. Oui,
défis et donnez-lui un président. Je vous remercie. Chers amis députés, à la lecture attentive de la résolution, moi et ma commission constatons que les clauses d'introduction ne portent pas à controverse et nous partageons le même constat sur l'état des institutions de notre chère Union. Cependant, ce sont les solutions proposées qui ne sont pas satisfaisantes pour notre commission, car pour nous, cette résolution est un vase d'écran de fumée qui ne permet pas de résoudre les problèmes soulevés. Les prérogatives que vous confiez au président de l'Union européenne dans votre clause numéro 10 sont 1. Très limitées et 2. Très semblables à celles dont dispose déjà le président de la Commission. Vous ne faites qu'ajouter quelques pouvoirs symboliques et le doter d'un pouvoir exécutif qui est très limité dans l'Union européenne actuelle. Son faible pouvoir risque de faire du président que vous proposez qu'un pantin institutionnel. Un président qui ne serait voué qu'à inaugurer les chrysanthèmes, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Et permettez-moi de douter de la capacité d'un pantin institutionnel à apporter un nouveau souffle à l'idée Union européenne. Permettez-moi de douter de sa capacité à faire primer les intérêts européens sur les intérêts nationaux. La seule réelle nouveauté est la clause 11, qui fait du président de l'Union européenne un président irresponsable devant le Parlement. Celui-ci est l'émanation de la démocratie dans tous les régimes, bien plus que tous les présidents. Il aurait alors plus d'influence sur l'exécutif de l'Union européenne. Mais n'est-ce pas là une contradiction à votre volonté de démocratiser les institutions de l'Union européenne, volonté que vous affirmez, je le rappelle, aux clauses d'introduction B, C et J? Vous souhaitez la mise en place d'une institution démocratique qui représenterait le peuple européen. Mais vous savez sans doute que la population de la France et de l'Allemagne représente un tiers de la population totale de l'Union européenne. Or, vous ne prévoyez aucune mesure qui permettrait aux pays moins peuplés de pouvoir faire valoir leurs intérêts au même titre que les États les plus peuplés. Ce président sera-t-il vraiment une instance démocratique s'il est l'incarnation de la volonté des pays les plus peuplés? Vous considérez, dans une logique idéaliste, le peuple européen comme un ensemble homogène, alors qu'il n'est pas, et que le sentiment national prime sur le sentiment européen. Par ailleurs, vous souhaitez personnaliser le pouvoir de l'Union européenne pour lui donner une meilleure visibilité, tout en voulant démocratiser davantage les institutions européennes. Personnaliser le pouvoir pour le démocratiser, n'est-ce pas un étrange paradoxe? Il faut veiller, par ailleurs, à ne pas faire du francocentrisme, car la conception d'un président fort, élu au suffrage universel, est une conception purement française, comme le soulignait Martin Schulz. Comprenez-nous bien, on ne cherche pas à vous montrer que le président de l'Union européenne ne serait pas une instance démocratique. Elle en est une, ne serait-ce que par son mode d'élection. Une instance démocratique, certes, aux nombreux défauts. Non, ce que je veux vous montrer, c'est que le président de l'Union européenne que vous proposez n'est pas la solution au manque de légitimité démocratique de l'institution de l'Union européenne. Je vois mal, par ailleurs, comment le président de l'Union européenne permettrait de diminuer l'attention aux élections européennes que vous remettrez à la clause D. Comment mobiliser les électeurs européens à élire un président au pouvoir extrêmement limité? D'autant plus que la clause 5 fixe l'élection du président proche temporairement de l'élection du Parlement. Il peut sembler difficile de mobiliser 2 fois dans un court laps de temps les électeurs au vu des difficultés que nous avons à les mobiliser pour une seule. Ainsi, augmenter la participation électorale, rapprocher les citoyens européens de l'Union européenne et le nouveau souffle au processus d'intégration européenne que vous souhaitez et qu'on souhaite tous, ne participerait-il pas plus par des efforts faits pour le développement du sentiment d'appartenance européen, par une sensibilisation à la culture commune, que par l'installation d'un président de l'Union européenne? Il faut souligner que le président de l'Union européenne ne permettra pas de résoudre le problème du triumvirat institutionnel. Il y aura 3 représentants de l'Union européenne sur la scène internationale, auxquels il faut ajouter les représentants des États membres. La clause 9 obscurcit encore la situation, puisqu'elle donne au président de l'Union européenne les fonctions du haut représentant. La clause 7, qui n'est que l'affirmation d'une volonté, est alors essentielle pour combler les besoins des clauses F et H. Elle nécessiterait plus de précision quant aux moyens de cette harmonisation que vous proposez. Il manque dans votre résolution un aspect matériel important. Vous ne faites en effet à aucun moment allusion aux modalités du scrutin. Serait-il uninominal à 2 tours, à 1 tour, à la proportionnelle? Cela pourrait s'avérer déterminant dans la capacité du président que vous souhaitez à représenter le peuple européen. La conclusion de l'observation de cette résolution est que le président de l'Union européenne que nous propose la commission AD1 ne permet pas de résoudre les problèmes que vous soulevez très bien dans la clause d'introduction. Le président de l'Union européenne ne serait que symbolique. Et je m'adresse à mes collègues députés. Sommes-nous ici pour faire de la symbolique? La réponse est non. Nous sommes là pour faire de la pratique.
pour faire vraiment avancer l'Union européenne. Si nous voulons poursuivre cette si belle et exceptionnelle aventure politique, si nous voulons rapprocher les Européens des institutions, prolonger l'intégration politique, ce n'est pas des écrans de fumée qu'il faut faire. Ce n'est pas changer l'appellation du président de la Commission et lui accorder quelques pouvoirs symboliques supplémentaires. J'ai fini là. Mesdames les membres du jury, mesdames et messieurs les députés, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit mon contradicteur, et j'ai trouvé qu'il nous avait accusé d'idéalisme, mais j'ai trouvé que c'est la commission adverse qui fait preuve d'idéalisme. Vous avez cité le général de Gaulle qui voulait un président qui n'inaugurait pas les crimes mortels. Alors, nous pensons que l'élection d'un président au suffrage universel de l'Union européenne, on poursuit 3 buts. Et vous l'avez dit, nous cherchons à légitimer, poursuivre 3 buts. Par l'élection, nous allons personnaliser le pouvoir de l'exécutif et nous allons ainsi accroître la légitimité des mesures prises par celui-ci. On constate aujourd'hui que le pouvoir exécutif de l'Union européenne est méconnu et il est dénigré par les citoyens européens et par les chefs d'État et de gouvernement nationaux qui, à Bruxelles, signent les propositions et les différentes règles de droit qui s'appliqueront pour tous les citoyens de l'Union et qui, une fois retournés dans leur capitale, tapent sur l'Union. Nous ne sommes pas, avec cette résolution, partisans de l'établissement d'un État fédéral. Nous pensons que l'Union européenne repose sur un équilibre entre l'intégration et la collaboration entre les États. Il est évident que l'élection du président de l'Union européenne au suffrage universel permettra de légitimer le pouvoir exécutif et aussi de responsabiliser les citoyens. Vous dites que cette élection ne contribuera pas à renforcer le sentiment européen et vous dites que le peuple européen n'est pas homogène. Et bien moi je crois que par un travail de pédagogie, on peut arriver à en faire un peuple homogène. Du point de vue de la citoyenneté européenne, il est évident que chaque pays conservera ses spécificités culturelles. Ainsi, votre vue est trop étroite. Comme on l'a vu dans notre defense speech, le peuple européen est un. Mais pour ce qui est de l'élection du président, c'est l'expression qui doit s'affirmer, c'est l'expression du peuple européen. Il ne s'agit pas de brader la souveraineté nationale. Notre résolution, donc, comme je l'ai dit, ne propose pas de passer à un État fédéral. Je pense que c'est aux citoyens de l'Union, par ailleurs, de décider s'ils veulent d'un État fédéral ou non. Non, je crois vraiment que le président de l'Union européenne... Merci, monsieur Mécron. Je suis désolée d'être fini. Permis à Hitler Avec 55 voix pour, 101 voix contre et 28 abstentions, la résolution ne passe pas. L'éminente Assemblée réunie ci-devant ne s'engage pas à élire un président de l'Union européenne au suffrage universel.